Et Olivia Recassens. Je travaille au sein du groupe Human 6. Donc, je vais vous présenter brièvement le cycle de conférences qu'on appelle Jeudi Science. Jeudi Science a été organisé donc, par le groupe d'édition Human 6 et par la SAIN, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Et le principe, c'est une rencontre, chaque premier jeudi du mois, avec une personnalité dont la thématique est liée à la recherche ou à la science ou à l'innovation. Et donc, une rencontre qui est animée par Antoine Boussin. Et l'idée, donc, c'est de pouvoir débattre. Donc, vous aurez l'occasion de poser des questions, bien sûr, à la fin de cette rencontre. Et puis, de vous procurer le livre dont il est question. Alors, je vous présente l'invité, Primavera de Filippi. Donc, Primavera de Filippi est l'auteur d'un Que sais-je sur la blockchain. Elle est chercheuse au CERSA, du CNRS. Elle est chercheuse aussi à l'Université d'Harvard. Et elle arrive à rendre simple ce qui peut paraître pour beaucoup très compliqué. Voilà. Donc, je vais laisser maintenant débattre, échanger sur ce thème absolument fascinant. Vous verrez que la blockchain, ça va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas simplement une technique, il y a vraiment une révolution derrière. Merci Primavera et merci Antoine. Merci Olivia. La formule est juste, hein, Olivia. Primavera a le mérite de rendre simples les choses compliquées. Alors moi, je vais vous raconter une petite anecdote parce que je suis historien de formation et je ne suis pas là pour parler de moi, mais je suis souvent incapable de gérer mon compte bancaire. L'idée de faire un virement d'un compte à l'autre, vous voyez, c'est des choses que j'ai mis du temps à comprendre. Mais enfin bon, et j'ai ouvert ce Que sais-je, ça m'a rappelé, d'ailleurs je salue le directeur de la collection qui est là, parce que ça m'a rappelé des bons souvenirs d'université où on achetait des Que sais-je au maître, parce que c'est là qu'on retrouvait toute l'encyclopédie qui n'existait pas par Internet. C'était évidemment l'encyclopédie livre, 123 pages, 124 pages, un peu millimétré, pas cher. D'ailleurs, le vôtre, il est en vente à 9 €. C'est formidable comme prix. Mais j'ai eu le tort, mais ça m'a amusé après. Les Que sais-je, on avait l'habitude, quand on était étudiant, de lire souvent les encadrés, comme si on prenait un circuit un peu plus court pour rentrer dans le livre. Et voilà les 5 lignes ou les 5 phrases que j'ai lues. The DAO fut une des premières organisations décentralisées à avoir atteint une certaine popularité. Créée en avril 2016 par une entreprise allemande, Slock-it, The DAO était un fonds d'investissement décentralisé opéré par l'intermédiaire d'un smart contract déployé sur la blockchain d'Ethereum. Pas question de passer par un directeur ou un PDG, The DAO était administré de façon collégiale par tous les individus ayant envoyé des crypto-monnaies au smart contract qui en régissaient le fonctionnement. Chaque investisseur recevait alors un certain nombre de tokens, proportionnellement à la quantité de crypto-monnaies envoyées, lesquels leur permettaient ensuite de participer à la gestion de ce fonds d'investissement. Je m'arrête là. Je dis bizarre, je vais aller voir le glossaire. Mais il n'y a pas de glossaire. Et il y a une bibliographie où vous figurez, cher Primavera, vous avez écrit presque 10 livres sur ce sujet-là, en anglais, c'est votre deuxième en français. Mais, cerise sur le gâteau, j'ai donc décidé de reprendre carrément le livre au début, à l'introduction, jusqu'à la conclusion, 123 pages, et tout d'un coup, je me suis senti beaucoup moins bête, plus éclairé sur des sujets qui me paraissaient d'une opacité totale. Certains dans la salle, que je ne nommerai pas, sont d'accord avec moi. Ils m'ont même avoué tout à l'heure en arrivant que le mot Bitcoin était quelque chose d'étranger pour eux. Alors, la qualité de votre livre, Primavera, c'est que c'est un livre sur un sujet à la fois pour spécialistes, mais aussi c'est un ouvrage de vulgarisation. C'est l'objectif qu'on vous a donné, je suppose, pour écrire ce livre. C'est ça l'objectif ? Prenez votre micro, oui, répondez-moi. Oui, c'est ça. Oui ? Et vous aviez... c'était une appréhension pour vous d'écrire dans cette collection si fameuse. Ce n'est pas des articles d'une revue spécialisée, c'est un ouvrage qui a dû se vendre à des milliers d'exemplaires, à 9 € qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies françaises, mais l'objectif, c'était ça, de décrypter, d'expliquer, de poser des questions et d'envisager un avenir. C'était ça votre objectif ? Oui ? Oui, c'est ça.
Bon, vous allez peut-être développer un peu les réponses plus tard, parce que si vous me répondez oui et non, comme ça en permanence, Bon, bref. Vous allez faire la présentation. Ah oui, je continue ma présentation, ben, si vous voulez. Alors, je vais prendre ma fiche tout simplement. Pour répondre, oui. Je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus... Ça te demande beaucoup plus d'efforts et ça fait beaucoup plus peur d'écrire un que sais-je qu'un article académique qui sera publié sur un journal super coté, etc. Parce que justement, lorsque c'est un article académique, l'audience, c'est des académiques, c'est des personnes qui, justement, ils vont justement critiquer, ils vont analyser, ils vont réfléchir, etc. Et alors que le que sais-je, moi en tout cas quand j'étais petite et quand j'ai lu tous mes que sais-je, c'était vraiment plus pour absorber. C'était pour comprendre les choses de base qui ensuite me permettront d'aller réfléchir plus à fond. Et donc en fait, il y a cette forme de responsabilité à écrire ces 123 pages qui en fait, ça demande beaucoup plus d'efforts et de concentration sur comment est-ce que ça va être perçu et de s'assurer que ce soit clair, mais qu'en essayant de le rendre clair, on ne va pas le rendre incorrect, etc. Donc voilà. Donc ça vous a beaucoup intéressé? Ah oui, je me suis beaucoup amusée. Parce que c'est difficile hein, comme exercice. D'abord, ça s'appelle Que sais-je, donc déjà c'est une collection très ancienne, mais il y a justement cette contrainte qui est d'expliquer en 123 pages, ce qui est très très court hein, en nombre de signes. Je ne sais pas combien ça fait, mais le directeur va nous le dire. C'est combien de signes, hein, que sais-je? C'est limité. 200 000. Bon, voilà, 200 000 signes. Il ne faut pas s'égarer. Hein, et à la fois, il faut expliquer. Alors, vous avez passé votre carrière à ça. Enfin, vous allez en passer d'autres années de carrière. Hein, mais comme l'a rappelé Olivia, vous êtes chercheuse au CERSA, qui est le Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. Vous avez effectué vos études à l'université Bocconi de Milan, à Berkeley, à Florence aussi. Vous avez passé votre doctorat de droit, philosophie en anglais, mais de droit. Hein. Moi, ce qui m'amuserait, d'une manière un peu simple, je ne sais pas quelle est votre formation, comment dans votre famille vous avez fonctionné avec ce domaine-là, comment vous êtes tombé, intéressé par ces sujets, en sachant que la première crypto-monnaie, vous me corrigez, hein, surtout vous me corrigez, hein, Primavera, c'est 2009, c'est le Bitcoin. On en parle en 2009. 2009, c'était il y a 10 ans. Mais vous n'avez pas découvert ça en 2009. Comment vous êtes tombé dans ce chaudron de sujets? Je ne sais pas d'où commencer dans l'historique, mais non, je pense que je ne me rappelle plus exactement quand est-ce que j'ai découvert Bitcoin. Je crois que c'était vers les 2000, peut-être 2010, je sais pas exactement. C'était quand j'étais à Florence en train de faire mon doctorat. Et je faisais mon doctorat sur les enjeux juridiques du droit d'auteur. Et je me souviens m'être dit, ah mais si j'avais vu ça avant, je l'aurais fait sur Bitcoin. Mais en même temps, j'ai essayé de voir un peu, j'en parlais un peu autour, parce que je considérais ça être une technologie absolument intéressante, mais oui, non, mais bien sûr. Mais le droit d'auteur, de s'intéresser au droit d'auteur pour après s'intéresser au Bitcoin, il y a quand même un grand écart. Non, le domaine juridique, c'est pas le domaine. Les gens qui travaillent dans le domaine juridique ne s'intéressent pas forcément aux crypto-monnaies. Non, mais en fait, dans le droit d'auteur, moi, je m'intéressais donc aux enjeux du numérique et donc notamment à tous les réseaux décentralisés, donc les enjeux du pair à pair et tout ça. Et en fait, Bitcoin, c'est un réseau pair à pair. Et donc, par définition, je me suis aussi intéressée à ça. Mais bon, ça n'avait pas justement d'implication pour le droit d'auteur, donc je ne pouvais pas vraiment l'intégrer dans ma recherche. Mais j'y ai pensé. Je me suis dit, j'aurais bien aimé faire mon doctorat sur Bitcoin. Mais je pense qu'à l'époque, personne ne m'aurait permis de faire un doctorat sur Bitcoin parce que je pense que je n'aurais pas trouvé de directeur de thèse. Et après, non, c'est plus tard. Donc, Bitcoin, je trouvais ça, c'est une technologie intéressante, mais je me suis pas vraiment, j'ai pas plongé dedans.
Et c'est seulement après, en fait, c'est avec Ethereum, donc c'est en 2014. Je me suis retrouvée dans une espèce de commune en Espagne pour des raisons diverses qui touchaient à ma recherche, mais qui n'étaient pas sur la blockchain à l'époque, pour justement aller discuter avec des systèmes de gouvernance. Et en fait, c'était la commune où habitait à l'époque Vitalik, qui est le fondateur de Ethereum. Et donc, je discutais avec ces personnes qui étaient des gens tout à fait, des geeks, des codeurs, et qui m'expliquaient donc un peu exactement, j'ai eu la même réaction que vous avez eue quand vous avez lu ce cadran. Ah, Je parlais ça me avec ces soulage. personnes qui me parlaient des DAO, des smart contracts, des trucs comme ça, et je disais, mais de quoi ils parlent, ces gens? Ça n'a absolument aucun sens, mais c'est très intéressant. Et donc on a continué à en discuter pendant quelques heures, et puis je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à regarder sur Internet, et je suis tombée dans cet abysse d'Ethereum et de toute la blockchain, et c'est là où j'ai vraiment fait une décision spécifique de ne focaliser ma recherche que sur la blockchain. Et vous êtes devenu, tant pis je vais le dire, c'est pas pour exagérer, mais vous êtes devenu une grande spécialiste de la blockchain, qui est le sujet de votre livre. Par rapport aux aspects juridiques et de gouvernance. Voilà. Alors, si on définissait un petit peu, parce que moi j'aime bien l'histoire. En 2009, le mot Bitcoin, il était connu de combien de personnes? Levez les mains. Non, vous avez le droit de lever la main quand même. Une personne. Olivia, vous pourriez lever la main, je suis sûr que vous le saviez. Bah voilà, bon, vous aussi. Bon, 3 personnes, c'est pas mal. 4. Bon, c'est pas mal, ça monte. Mais bon, donc c'était pas connu du tout. Et vous le dites dès le départ dans ce livre, c'est très intéressant, c'est qu'il est aujourd'hui considéré comme l'une des monnaies virtuelles les plus utilisées de notre époque. La valeur des transactions journalières dépasse 15 milliards de dollars. C'est énorme. Et vous dites que la valeur même du Bitcoin, qui était quelques centimes en 2009, aujourd'hui, c'est 20 000 euros. Enfin, non, aujourd'hui, c'est redescendu. Aujourd'hui, on est plus vers les 5 000 euros. Ah oui, mais enfin, quand même, en 10 ans. D'ailleurs, moi, on m'avait conseillé d'acheter des bitcoins, je ne l'ai pas fait. Bon, bref, on en parlera plus tard. Oui, comment vous expliquez ça, tout d'un coup, ce phénomène médiatique? On a aussi connu ça avec Internet, hein, mais la crypto-monnaie, comment il y a eu cette fureur comme ça, en si peu de temps? Je pense que il y a plusieurs hypothèses. Je pense qu'une des, on va dire, je sais pas si c'est correct, mais la première fois où j'ai rencontré des personnes qui connaissaient Bitcoin et qui n'étaient pas eux-mêmes des geeks ou qui ne le connaissaient pas directement pour les raisons de paiement décentralisé et de tout ça. C'était essentiellement les personnes qui voulaient utiliser des bitcoins pour acheter des produits pas nécessairement légaux sur des plateformes en ligne. Et je pense que ça a apporté à une forte popularisation de Bitcoin. Donc la possibilité en fait d'acheter notamment des drogues sur des plateformes grâce à Bitcoin, donc pour maintenir l'anonymat. Et donc, je pense que c'était la première vague, on va dire. Et puis ensuite, c'est tout simplement le marché et la spéculation qui ont fait si que de plus en plus de personnes s'y intéressent. Pareil, pas nécessairement pour les raisons initiales, donc de créer un système de paiement décentralisé, mais surtout pour... soit pour justifier des levées de fonds, soit pour spéculer sur la crypto-monnaie elle-même. C'est pas très romantique comme vision, mais... Non, mais on ne cherche pas forcément le romantisme, mais vous dites que ce Bitcoin, il y a eu énormément d'autres crypto-monnaies. Elles se sont développées, mais c'est surtout le Bitcoin qui a fonctionné. Il y a eu un enchaînement de toutes ces crypto-monnaies, justement? Je pense que Bitcoin bénéficie donc justement du bénéfice d'être la première et donc d'avoir un réseau et un niveau de sécurité qui est plus élevé. Et puis toutes les autres, il y a eu une époque où il y avait juste des milliers de crypto-monnaies qui émergeaient, mais qui étaient tout simplement une copie
légèrement modifiée de Bitcoin, mais qui n'apportait pas vraiment quelque chose de spécial. Et je pense que la première qui a vraiment amené quelque chose de nouveau, c'est Ethereum, parce qu'elle a apporté la possibilité non plus uniquement donc, de faire des transactions pair à pair, mais aussi d'exécuter des logiciels sur cette blockchain. Et donc, au lieu d'être juste cet outil donc, de paiement et donc toutes les autres qui en fin de compte se répliquent les unes les autres, Ethereum elle aussi a obtenu pas mal de popularité. Oui, parce que vous parlez justement de cette... il y avait une utopie au départ. L'utopie, c'était de créer une monnaie virtuelle. C'est quand même très utopiste, non ? Créer une monnaie virtuelle en soi, non, mais créer une monnaie décentralisée, pseudonyme, je ne sais pas si c'est une utopie pour certains, c'est une dystopie pour les autres. Hein. Oui. Mais oui, c'était une aspiration très forte et très idéologique. Oui, parce qu'au départ, qui a cru ? Qui a cru ? Vous parlez des geeks, mais bon, vous parlez aussi d'un précurseur du Bitcoin qui est le B-Money, créé par un participant du mouvement cypherpunk. Parlez-moi de ce mouvement, parce qu'il intervient souvent dans ce livre, le mouvement cypherpunk. Expliquez-nous. Donc on peut peut-être commencer par la source donc, de Bitcoin. Donc on a ce caractère de Satoshi Nakamoto, qui est l'inventeur et le créateur de Bitcoin, mais personne ne sait vraiment quelle est l'identité de cette personne. Ce qui est assez impressionnant après 10 ans, qu'on ne sache toujours pas qui c'est. Mais donc, Satoshi Nakamoto, qui fréquentait justement les milieux, donc les réseaux des cypherpunks, qui en gros c'est un groupe de personnes qui croient que la cryptographie, justement, est extrêmement important de populariser et de développer des outils de cryptographie pour permettre aux personnes donc, de pouvoir maintenir leur vie privée, notamment dans un contexte numérique et Internet, où en fin de compte, on laisse des traces un petit peu de partout, toutes les communications peuvent être espionnées, et donc la cryptographie devient un outil important pour protéger les libertés civiles, pour la liberté d'expression et pour la vie privée. Oui, c'est ça, vous dites les trois objectifs, c'était de garantir la confidentialité des données, l'authenticité et l'intégrité des communications en ligne. C'était ça l'objectif. Ça l'est toujours d'ailleurs, hein, évidemment, mais c'est là l'objet de votre recherche. Alors, le mot Bitcoin, comment il s'est inventé ce mot ? Il y a coin, il y a bit, mais c'est... De l'argent numérique. Bit en tant que les bits numériques, et coin. Bon, très bien. Alors, l'autre sujet du livre, c'est la blockchain, évidemment. C'est très intéressant. Alors là, pareil, je vous pose la question. Comment c'est arrivé ? C'est-à-dire, une fois que le Bitcoin est considéré comme la monnaie virtuelle la plus répandue, la blockchain, c'est à la fois le registre décentralisé, certifié, et compatible avec les blocs de transaction. C'est-à-dire, ce mot-là, expliquez-les-nous un peu comme s'il fallait le mettre en trois mots. Blockchain. Expliquer la blockchain en 3 mots ? Oui, alors en 3 phrases. En 3 phrases. L'origine de ça. Donc la blockchain est née avec Bitcoin, en fait. Donc c'est le mécanisme qui permet à cette monnaie virtuelle d'être transférée avec donc un système de vérification pair à pair. Et donc l'idée, c'est de créer cette espèce de registre décentralisé, c'est-à-dire que chaque individu dans le réseau va détenir une copie de ce registre avec des règles très strictes par rapport donc le protocole qui va dicter comment est-ce que ces nœuds dans le réseau vont pouvoir revendiquer une modification dans ce cadastre. Et donc, tous les nœuds du réseau doivent vérifier ensuite que cette modification est bien légitime, donc respecte les règles du protocole. S'ils sont d'accord, ils vont l'intégrer dans leur propre copie. Si ça ne remplit pas, si ça n'est pas consistant avec les règles du protocole, ils vont tout simplement la rejeter. Donc, ça crée un système dans lequel
On n'a plus besoin, comme aujourd'hui, quand on veut transférer de l'argent sur Internet, on va en fait s'appuyer sur cette autorité centralisée, une autorité de confiance, qui va s'assurer que personne ne peut dépenser plus d'argent de ce qu'il ne possède, parce qu'elle va mettre à jour le compte de la balance que chaque individu a. Là, on arrive, grâce à ce cadastre donc décentralisé, de éliminer la figure de cette autorité de confiance et de donc aller distribuer la confiance entre tous les nœuds du réseau. La confiance. Alors, il y a un passage, j'aurais voulu lire un petit passage sur les dangers de la crypto-monnaie. Et c'est au milieu du livre. Aucune forme d'identification n'est requise pour envoyer ou recevoir des bitcoins, ainsi que des sommes de nombreuses autres crypto-monnaies. Il s'agit donc là d'un moyen de paiement particulièrement adapté pour les criminels, les hors-la-loi désireux de transférer de l'argent de façon anonyme. Les crypto-monnaies permettent ainsi de financer certaines activités illicites, telles que le piratage informatique, la contrefaçon, le commerce de stupéfiants, c'est ce que vous disiez au départ. Les crypto-monnaies sont aussi communément utilisées pour estorquer de l'argent aux internautes infectés par des virus ou par des logiciels nuisibles qui prennent en otage des données. Ces dangers, ils sont terribles, justement. Il fallait faire quelque chose. C'est les mêmes dangers que l'on rencontre avec le cash. Donc c'est le fait qu'on a... C'est juste que sur Internet, aujourd'hui, toute transaction économique est tracée parce qu'elle passe par un opérateur centralisé. Lorsqu'on a des transactions dans le monde physique, on utilise du cash, c'est exactement les mêmes problématiques. Donc c'est pas que Bitcoin est tellement, ou Bitcoin ou les autres crypto-monnaies, c'est pas qu'elles introduisent des nouvelles problématiques, c'est qu'elles vont réinstaurer les mêmes problématiques que l'on rencontre aujourd'hui avec le cash dans le monde numérique. Alors donc, la blockchain. La blockchain, vous dites qu'il y a 3 promesses au départ. C'est la désintermédiation. Il va falloir que vous m'expliquiez tout ça. Hein. La confiance et la traçabilité. Les 3 promesses de la blockchain. Ok, donc désintermédiation, tout simplement, c'est ça. C'est comment faire pour intervenir ou interagir les uns avec les autres. Donc aujourd'hui, si je ne fais pas confiance à quelqu'un sur Internet parce que je ne sais pas qui est cette personne, je passe par un intermédiaire. Et c'est en fait parce que je fais confiance à cet intermédiaire, parce que si la personne avec qui j'interagis fait quelque chose d'incorrect, tout simplement l'intermédiaire va intervenir et va donc remédier au tort qui a été causé. Donc lorsqu'on ne se fait pas confiance les uns avec les autres, on va s'appuyer sur une autorité de confiance et donc on peut interagir avec nos pairs sans avoir besoin justement de vérifier l'identité, etc. Donc la solution en fait qui a été trouvée dans le numérique, c'est on va créer ces opérateurs de confiance. Avec la blockchain, on peut, puisqu'on va en fait créer des règles. Donc en fait, en français, c'est compliqué en français parce qu'il manque un mot, il manque un vocabulaire. En anglais, on a une distinction entre confiance en tant que trust, donc de vraiment faire confiance à quelqu'un, et confidence. Ah oui, d'accord. Et je sais pas, il n'y a pas un mot en français. En fait, les deux se traduisent en tant que confiance, mais c'est très différent. Et la confidence, c'est lorsqu'en fait, on va pas déléguer une forme de confiance à qui que ce soit, mais c'est tout simplement que étant donné notre expérience, étant donné notre connaissance, étant donné ce qu'on peut observer, on a un niveau de confidence suffisant pour agir en sachant que ça va, que la Terre est ronde et que le soleil se lève tous les matins, etc. Donc on a des outils qui nous permettent d'augmenter notre confidence et donc on peut interagir. Et donc en fait avec la blockchain c'est assez compliqué parce que quand on parle de confiance, on mélange un peu les deux. C'est-à-dire que ce que la blockchain essaie de faire, c'est augmenter le niveau de confidence sur comment est-ce que le système va opérer, de façon à réduire le besoin de confiance en tant que trust par rapport aux individus. Puisque j'ai plus besoin de faire confiance soit à une autorité, soit à la personne avec qui j'interagis, parce que j'ai une très haute confiance dans comment le système opère.
Donc je sais que ma transaction va opérer d'après les règles du protocole, etc. Je sais que personne unilatéralement va pouvoir affecter ou influencer l'exécution de cette transaction. Et donc en fait, c'est vraiment un jeu entre augmenter au maximum la certitude, si on veut l'appeler comme ça, du fonctionnement et donc de l'exécution des transactions, de façon à éliminer d'une certaine façon le besoin de confiance entre nos pairs ou avec les institutions financières, etc. Après, évidemment, ce niveau de confidence qui existe dans la technologie va aussi va quand même demander une confiance, mais une confiance à des niveaux différents, c'est-à-dire qu'on doit faire confiance aux opérateurs, aux nœuds, aux gens qui gèrent ce réseau. On doit faire confiance qu'ils vont opérer effectivement d'après d'après leurs mécanismes économiques, etc. Donc, on ne fait plus confiance à l'opérateur centralisé, on ne fait plus confiance au pair avec qui on va interagir parce qu'on a une confidence dans le système et cette confidence dépend de la confiance que l'on a vers les opérateurs sous-jacents. C'est ce que vous dites sur les applications financières. C'est très intéressant le passage sur les applications financières. Vous dites, toute transaction avec une blockchain, la nécessité de surveillance devient superflue. Toute transaction financière peut être automatiquement enregistrée de manière indélébile sur une base de données transparente et réputée incorruptible. Et les règles concernant les flux financiers peuvent être transposées au sein d'un smart contract qui, selon les contingences, vérifiera automatiquement les transactions. Le smart contract. Expliquez-nous un peu ce qu'est un smart contract. Alors, le smart contract, c'est déjà la chose la plus importante, c'est que c'est pas du tout un contrat. Par rapport au vocabulaire, Bitcoin, blockchain, c'est plus ou moins compréhensible pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais c'est pourquoi je vous demande d'expliquer ça, parce que moi, j'ai cherché le glossaire. Mais bon, voilà, je ne vais pas y revenir. En tant que juriste, il y a tellement de temps qui est dépensé inutilement à essayer de comprendre la juridicité d'un smart contract uniquement parce qu'il s'appelle contract. Mais en gros, c'est un logiciel, tout simplement, qui est déployé donc, sur une blockchain. Et donc la distinction entre un logiciel traditionnel qui va être opéré par un opérateur centralisé et donc qui va pouvoir être affecté, stoppé potentiellement par cet opérateur, un smart contract est exécuté donc, de façon décentralisée par tous les nœuds du réseau, ce qui fait qu'en fait personne unilatéralement a la possibilité d'aller modifier ou influencer ou stopper ce logiciel. Donc il y a une garantie sur comment va s'exercer l'exécution de ce logiciel. C'est ce que vous appelez ça dans les promesses de la blockchain, donc ça. Ouais. Et la traçabilité ? La traçabilité, c'est que donc une des caractéristiques nécessaires de la blockchain pour avoir cette forme de vérification décentralisée, c'est que les transactions sont plus ou moins transparentes. C'est-à-dire que chaque acteur va devoir vérifier à chaque transaction que cette transaction, elle est correcte, elle est valide, que je ne dépense pas plus d'argent que je ne fais pas 2 fois la même transaction, etc. Et donc, il y a une forme de transparence. Et donc, ça fait si que pour assurer donc, le fonctionnement de la blockchain, il faut que ces transactions puissent être vérifiables par chaque nœud. Et ensuite, étant donné le fonctionnement de la blockchain qui va donc ajouter des blocs les uns après les autres, ça veut dire qu'à tout moment, je peux tracer l'historique des transactions qui ont été exécutées. Alors, vous parlez du réseau interbancaire, vous parlez du réseau SWIFT à un moment. Comme vous dites aussi, quelles sont les menaces que les nouvelles opportunités de la blockchain pourraient constituer pour les institutions financières. Vous dites dès l'introduction de ce sujet, les menaces pour les institutions financières. Et il y a un exemple que vous citez dans le transfert d'argent, qui est le coût de Western Union. Dieu sait si Western Union, on voit des placards de publicité partout pour envoyer de l'argent à l'étranger. Le coût de la transaction, c'est 7%. Avec blockchain et Bitcoin et autres, c'est pratiquement rien. Donc le comparatif est très intéressant là. Mais que craignent justement les institutions financières ? En fait, les institutions financières vont devoir s'adapter au fait que
On ne peut pas demander de charger tellement d'argent pour quelque chose qui ne coûte pas tellement à gérer. Donc, par exemple, notamment quand je suis partie aux États-Unis, pour transférer mes euros en dollars, je me suis rendu compte que la banque américaine me demandait tout le temps $60 de transaction, qui n'a absolument aucun sens. Et donc, pour transférer des euros en dollars, tout simplement, tu prends les euros, on les transfère en bitcoin, et puis les bitcoins en dollars, et puis c'est fait. Et ça coûte, à l'époque, ça coûtait juste quelques centimes. Et donc, en fait, c'est plus une question de... Évidemment, ça ne veut pas dire que les institutions financières vont être éliminées. Elles ont un rôle extrêmement important. Elles font plein de choses qui sont absolument fondamentales. Mais puisqu'il y a des moyens aujourd'hui pour justement bypasser ces frais, eh bien, tout simplement, les banques, les Western Union ou qui autres, vont devoir s'adapter et rebaisser les prix à un niveau qui soit justement compétitif, tout en sachant qu'évidemment, Western Union fait beaucoup plus que juste transférer l'argent. Il y a beaucoup d'initiatives blockchain qui ont émergé justement pour le transfert international, notamment donc, dans les pays en développement et tout ça. Et en fait, on se rend compte très rapidement qu'il y a quand même des limitations parce qu'il y a tout ce qu'on appelle le last mile, mais bon, tout ce qui est, une fois qu'on est sur le terrain, une fois que j'ai reçu mes bitcoins, qu'est-ce que j'en fais ? Donc, je dois aussi réussir à pouvoir les convertir dans une monnaie que je peux effectivement dépenser et tout ça. Donc, il y a toute cette infrastructure qui est aussi importante à développer. Donc, il ne faut pas non plus se dire, tout simplement, maintenant qu'on a des crypto-monnaies, on peut transférer l'argent de partout, etc. Il y a tout le rôle fondamental que les institutions financières ou que Western Union prennent en charge, qui est la gestion à l'entrée et à la sortie, qui doit aussi être prise en main. Mais une des réflexions que vous nous donnez dans ce livre, c'est à un moment, la blockchain, c'est une société qui n'a plus besoin d'État. On pourrait même peut-être se passer des banques centrales dans quelques temps, non ? Donc il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup réfléchir à ces questions. Oui, voilà, c'est... Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que l'État a beaucoup de fonctions qui ne seront jamais remplacées par une crypto-monnaie ou par une blockchain. Par contre, pour moi, c'est plus intéressant de voir en quoi cette technologie peut être introduite au sein des institutions existantes. Remplacer une institution existante, c'est très compliqué, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qui, effectivement, ne sont que des transactions, donc il n'y a pas de problème, on peut effectivement les transposer sur une blockchain, mais il y a beaucoup plus de choses qui vont au-delà d'une transaction. Donc notamment tous les discours par rapport au cadastre, qui sont très intéressants. Donc, on va utiliser des cadastres fonciers fondés sur la blockchain. Ça pose quand même pas mal de problèmes, toujours parce qu'on oublie l'entrée et la sortie. Oui, alors ça veut dire on va peut-être se passer des banques centrales, mais on va peut-être aussi se passer de notaires. Parce que vous parlez d'un exemple que j'aimerais que vous développiez, celui de l'Estonie, qui est à la fin du livre. Vous citez deux pays, qui sont deux pays, peut-être pas les plus connus dans le monde, sur ces développements-là notamment, mais l'Estonie, qui à tous les résidents qui ont un accès Internet, propose la blockchain pour la notarisation. Le Ghana également. Ces deux exemples-là, pourquoi ils vous ont intéressé ? Alors, ils sont intéressants parce que ils sont intéressants parce qu'en fait, donc l'Estonie a fait un bon travail, c'est-à-dire qu'ils utilisent des garanties techniques là où il faut. C'est-à-dire que, il y a tellement d'applications qui peuvent être blockchainisées, mais qui n'ont absolument aucun sens d'être blockchainisées. Une situation intéressante, c'est la notarisation, et après, c'est l'intégrité des données. Donc, l'Estonie, notamment, elle utilise donc un système qui est à la blockchain pour enregistrer tout simplement les empreintes numériques des informations sur cette infrastructure décentralisée. Et ce qui fait qu'en fait, donc on ne va pas enregistrer les données elles-mêmes, ça n'a pas de sens d'enregistrer les données elles-mêmes, parce que ça peut être des données gouvernementales, des données sensibles, etc. Mais en enregistrant l'empreinte numérique, on peut vérifier à tout moment que cette information n'a pas été manipulée. Donc l'infrastructure
plus on va décentraliser en fait ces données, plus on est sûr que personne ne peut les manipuler, puisqu'il y a des copies de tous les côtés qui vont montrer quelle est l'empreinte numérique légitime. Et donc, s'il y a quelqu'un qui va s'introduire au sein d'un des serveurs, donc on fait un système de cyberattaque, au sein des serveurs du gouvernement estonien et qui vont manipuler ou modifier certaines informations sans laisser de traces, lorsqu'on va récupérer ces informations, on va pouvoir les comparer avec l'empreinte numérique qui ont été stockées sur cette infrastructure, et on peut voir qu'effectivement, elles ne sont pas les mêmes, et donc ça veut dire qu'il y a eu une manipulation. Donc ça, c'est pour préserver donc l'intégrité, mais évidemment, il faut stocker les données de toute façon quelque part. Pour le Ghana, c'est différent. Donc le Ghana, justement, ils ont fait une expérimentation par rapport au cadastre, mais ils revendiquent pas, ils vont pas le faire, ils vont pas remplacer le cadastre foncier lui-même. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire une copie. Ils font une copie numérique. Donc toute transaction qui est enregistrée sur le cadastre va être enregistrée aussi sur cette infrastructure de blockchain, de façon à que, de la même façon, si on se rend compte à cause d'une corruption ou tout simplement à cause d'une mauvaise gestion du cadastre papier, si on se rend compte qu'il y a une discrépance entre la copie numérique, le backup numérique sur la blockchain et la copie papier, on sait qu'il y a eu une manipulation, on peut essayer d'aller retracer où est-ce que cette discrépance est née. Mais d'ici à aller revendiquer que le cadastre foncier peut être remplacé par un cadastre sur la blockchain, ça veut dire que tout simplement, de toute façon, on a un opérateur de confiance qui est l'État. Et imaginez que, par exemple, on me vole ma clé, ou on va compromettre mon ordi, et on va transférer ma propriété à quelqu'un d'autre. Et donc, la blockchain, effectivement, va prouver que cette propriété a été transférée. Mais c'est une transaction illicite. Donc, si on dit que la blockchain fait effet de foi, ça veut dire qu'en fin de compte, on est en train de donner la possibilité à n'importe quel attaqueur informatique d'aller voler des propriétés privées. Et donc, évidemment, l'État intervient. Et donc, l'État existe en tant qu'autorité de confiance. C'est lui qui va déterminer, en fin de compte, qui est le vrai propriétaire de cette propriété. Et donc, la blockchain ne peut pas, à moins qu'on ait un mécanisme au sein de la blockchain qui permet de renverser ou de remodifier des transactions, et donc ça veut dire soit donner un contrôle absolu à l'État, donc dans ce cas, pourquoi avoir une blockchain pour commencer? Donc d'une certaine façon, dans les situations où justement l'État a un rôle qui va au-delà de tout simplement créer des transactions, on ne peut pas remplacer cette institution. Par contre, on peut incorporer la technologie au sein du fonctionnement, au sein du système informatique de cette institution pour justement fournir plus de transparence. C'est ce qui a été fait au Ghana sur le vote par procuration, ou même le certificat des diplômes universitaires. Oui, pas au Ghana, mais dans d'autres... C'est pas au Ghana, pardon, je me suis trompé. Ouais. Mais bon, il y a aussi ces pistes-là. L'université, l'école d'ingénieurs de Léonard de Vinci, ils font ça, ou à l'MIT. Donc ils enregistrent une preuve que cette institution, notamment l'université, a donné un diplôme. Ils enregistrent ça de façon à ce qu'ensuite l'étudiant peut aller prouver que la copie du diplôme qu'il détient en format numérique, l'empreinte numérique est bien la même que celle qui a été enregistrée par l'institution académique, et donc peut prouver peut prouver à l'employeur sans que l'employeur doive aller contacter l'université pour vérifier de la véracité du diplôme, qu'effectivement c'est une copie conforme. Quel est après je passerai le micro à la salle, c'est un peu la conclusion de ce livre. Vous mettez en parallèle la révolution qu'on a vécue avec Internet, et vous dites que la blockchain est une révolution plus supérieure, encore plus importante. Mais vous avez cette phrase, vous dites, attention, la blockchain, c'est aussi une arme à double tranchant. Oui, de la même façon que l'Internet, c'est une arme à double tranchant. Oui, mais la blockchain, pourquoi ? Pour les mêmes raisons, en fait. C'est-à-dire que c'est une technologie qui peut être utilisée de façon à contourner les règles de droit, de façon à justement, parce qu'on a ce réseau pseudonyme international, etc., qui nous permet donc d'échapper au contrôle des États. Mais en même temps, c'est aussi une technologie qui peut être utilisée par
par les États ou par des opérateurs privés ou par quiconque pour implémenter certaines règles de droit. Et donc pour augmenter la confiance, pour augmenter pour automatiser certaines exécutions sans que personne ne puisse influencer, etc. Donc de la même façon qu'on a vu l'Internet qui était né avec cette vision très anarchique d'une certaine façon, qui crée cet espace nouveau qui serait irrégulable et tout ça. Aujourd'hui, lorsqu'on observe l'état actuel de l'Internet, c'est un espace extrêmement surveillé et contrôlé, aussi bien par les États que par les entreprises privées. La blockchain, encore, on est encore au début, donc on ne sait pas encore exactement où est-ce que ça va, mais c'est né avec cette même idéologie, justement très, très anarchique, très libertaire, etc. Mais petit à petit, dès lors que les institutions financières, les États, etc., commencent à s'emparer de cette technologie, elle pourrait très bien aller exactement dans la même direction, c'est-à-dire qu'on a un système qui est très dicté par la technique, et donc qui ne va pas fournir plus de liberté aux individus, mais au contraire qui va les renfermer au sein de cette régulation par la technique. Donc à mon avis, quand vous proposerez la suite de ce livre, ça sera dans 3 ans, dans 5 ans? Je ne sais pas, ça dépend de Julien. Mais Internet a complètement révolutionné notre vie quotidienne en très peu de temps, hein, puisqu'il y en a encore des gens qui ne l'utilisent pas. Bon, enfin, ça va être très compliqué pour eux. Vous pensez que la blockchain aussi, dans notre vie quotidienne, va tout bouleverser dans peu de temps? Je ne sais pas si ça va tout bouleverser. Je pense que ça va contribuer de la même façon qu'avec l'Internet, mais l'Internet est beaucoup plus présent parce qu'on le voit. Enfin, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui a modifié toutes les façons dont on s'organise et dont on communique. Pour moi, la blockchain, c'est une révolution plus subtile. C'est-à-dire que c'est pas qu'on va tous interagir avec une blockchain de façon évidente, mais c'est plus que des opérateurs avec lesquels on interagit aujourd'hui vont pouvoir incorporer certaines technologies donc de la blockchain pour fournir des nouvelles garanties techniques, justement pour qu'on sache lorsqu'on interagit avec ces opérateurs qu'on peut être plus confiant sur comment est-ce que les transactions avec ces opérateurs vont se passer. On peut savoir qu'il y a une meilleure traçabilité, une meilleure auditabilité par rapport aux opérations internes de ces institutions, etc. Donc c'est pas la même typologie de révolution que l'Internet a créée. Je ne pense pas que la blockchain va complètement modifier la façon dont on communique ou dont on s'organise, mais ça va impliquer des modifications internes qui pourraient avoir des répercussions importantes. À vous de poser des questions à Primavera. Quelqu'un me donne le micro? Non? Alors, parce qu'on est obligé de rester dans le champ de la caméra. Bonjour madame, bonjour monsieur. 2 questions en une si je peux dire. Donc, on est à peu près 10 ans après l'invention du Bitcoin et de la blockchain et on peut se demander un petit peu où est-ce qu'on en est, à savoir est-ce qu'on est dans une phase encore vraiment de début de maturation, même de début d'adolescence, puisqu'on a quand même beaucoup de projets qui émergent. Vous avez cité Ethereum, on a également Cardano qui est sur la voie, de tout ce qui est smart contract. On a des projets qui vont concerner tout ce qui vont concerner éventuellement les emprunts ou les prêts bancaires. On a des choses par rapport au transfert de fonds à l'international comme Ripple et son token XRP. On en a par rapport à tout ce qui est éventuellement sur la traçabilité, la logistique. Et est-ce qu'on est au final un petit peu dans une phase de maturation de la technologie ou encore au balbutiement? Et enfin, deuxième point qui est un petit peu en lien, on voit émerger donc des STO, donc les Security Tokens Offering, donc en fait des espèces d'actions blockchainisées. Et certains soutiennent que les crypto-monnaies ou les crypto-actifs deviennent une nouvelle classe d'actifs à la manière des actions, de l'or ou d'autres choses. Je voulais avoir votre avis sur ce point-là. Alors, par rapport à la première, je pense qu'on est quand même encore assez loin de la maturité. Tout simplement parce qu'en fait, la plupart de ces plateformes, et on l'a vu avec Ethereum, dès lors qu'il y a une application qui devient suffisamment populaire pour impliquer effectivement un nombre de transactions assez élevé, en fin de compte, on se rend compte qu'au niveau du passage à l'échelle, ça bloque. C'est-à-dire que le réseau est saturé dès lors qu'il y a trop de personnes qui interviennent. Pareil avec Bitcoin, dès lors qu'en 2017, un coût de faire une transaction par Bitcoin était tellement élevé parce qu'il y avait tellement de personnes qui étaient en train de faire ces transactions que c'était arrivé au niveau de $60. Donc,
il y a des questions de passage à l'échelle, donc de scalability, et c'est la question fondamentale aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes ces différentes blockchains qui sont en train d'émerger sont aussi en train d'essayer d'expérimenter, de fournir des nouvelles solutions pour justement, tout en maintenant la même structure donc, de la blockchain, pour trouver des mécanismes de consensus qui permettraient justement de passer à l'échelle, de pouvoir avoir vraiment des milliers de transactions. Donc je pense c'est un peu ça qui fait de sorte qu'on est quand même encore dans un niveau d'expérimentation, de proof of concept, et qu'on n'a pas encore perçu une application industrielle réelle, si ce n'est vraiment des tests. Donc on a des industriels qui expérimentent, mais il n'y a pas vraiment une application qui est rentrée à l'échelle industrielle. Voilà, exactement. Et pour la deuxième question, donc par rapport au STO, je sais pas je pense que c'est difficile de dire qu'un token représente un nouvel actif. C'est plutôt que les tokens sont utilisés pour représenter des actifs existants. Donc dans le cas des STO, on utilise un token pour représenter un titre. Il y a de plus en plus de tokens qui sont indexés avec une monnaie, ou des tokens qui vont représenter un droit de propriété intellectuelle, etc. Donc c'est pas des nouveaux actifs en tant que tels, c'est juste qu'on les associe avec des actifs tels que l'on connaît auparavant. Bonjour, merci. Plus basique, moi j'ai compris en gros que le système blockchain, c'était au fond comment se prémunir contre un unique tiers de confiance centralisé et faire en sorte qu'il y ait un ensemble de serveurs qui aient tous un protocole et des données identiques à un moment donné pour qu'on ne puisse pas tricher. Moi j'avais une première question. On a un Français qui a fait parler de lui, qui s'appelle Marc Karpeles, qui a quand même réussi à faire qu'il y ait 330 millions, je crois, qui disparaissent. Est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance dans la technique, puisque s'il y a quand même des multiples serveurs qui sont capables de tracer, apparemment là on n'a jamais retrouvé d'où c'était passé. Je pense que, il y a une question entre est-ce qu'on parle vraiment de la technologie elle-même ou est-ce qu'on parle des acteurs qui vont se plugger au-dessus de cette technologie. Dans le cas donc, de Mt. Gox, c'était un système qui permettait l'échange entre les euros et les bitcoins. Et en fait, le problème, c'est que c'est un système qui recentralisé. Donc il y a un opérateur qui va gérer les porte-monnaies pour des utilisateurs, mais le problème n'était pas provenu par rapport à la technologie elle-même. Le protocole de Bitcoin n'a pas été touché. C'est juste que cet opérateur-là, soit pour des raisons de mauvaise sécurité, soit pour des raisons de corruption interne, on ne sait pas. Mais la disparition de ces bitcoins n'était pas due à une faille dans le protocole de Bitcoin, mais dans une faille au système sur comment est-ce que les bitcoins gérés par cet opérateur centralisé, c'était là le problème. Donc aujourd'hui, c'est un problème important parce qu'on voit que de plus en plus, il y a des intermédiaires qui s'établissent. Donc bien que l'idéologie originelle, c'était une désintermédiation totale, on se rend rapidement compte qu'en fait, les individus eux-mêmes, beaucoup de personnes ne veulent pas sécuriser par eux-mêmes toute leur crypto-monnaie. Et donc, ils vont déléguer cette responsabilité à des acteurs, que ce soit des échanges, que ce soit des porte-monnaies en ligne, etc. Et donc, en fait, on est en train de recréer un peu une figure d'une banque qui est une banque de crypto-monnaie. Et c'est eux qui, en fin de compte, on peut très facilement, si on arrive à pénétrer au sein du système qui est géré par ces intermédiaires, dans ce cas, on va pouvoir effectivement voler ou manipuler donc, les transactions à l'intérieur. Donc, il y a une distinction à faire entre le protocole lui-même et les nouveaux centres d'intermédiation qui agissent au-dessus de ce protocole. Moi, j'ai juste une dernière question, puis je ne sais pas si c'est vous qui voulez... Monsieur aimerait poser une question. Merci. Bonjour, merci pour votre exposé. Donc moi, j'avais une question concernant en fait la démocratie et comment lier ça avec la blockchain justement, parce qu'aujourd'hui on observe que les démocraties sont un petit peu en crise.
avec les montées de populisme et tout ça, je me demande si la blockchain ne pourrait pas justement aider pour améliorer les systèmes démocratiques. Je pense qu'on s'est donné un peu trop d'espoir sur cette technologie. Je pense, un aspect intéressant, c'est plutôt la possibilité, grâce à la blockchain, d'expérimenter avec des nouvelles formes de gouvernance. Donc d'explorer comment est-ce qu'un système de démocratie liquide ou de futark, on peut finalement, en fait, on a un espace dans lequel on peut expérimenter des choses qu'on n'a pas l'espace d'expérimenter dans le monde physique. Mais de là à dire que la blockchain en tant que telle va aider la démocratie, je pense que c'est un peu trop ambitieux. Il y a cependant, il y a des initiatives qui essayent de voir en quoi est-ce qu'on peut faciliter ou créer des systèmes donc, de vote qui sont plus certifiés, plus vérifiables, etc. Tout en sachant que pour l'instant, il n'y a pas vraiment un système qui permet vraiment de maintenir aussi bien la vérifiabilité que le secret du vote. Donc c'est un peu ces deux problèmes qui sont difficiles à combiner les uns avec les autres. Mais pourquoi pas potentiellement on peut identifier donc, des mécanismes donc, pour s'assurer qu'effectivement il n'y a pas eu une corruption par rapport quand est-ce qu'on va compter les votes, etc. Mais on n'en est pas encore là. Et surtout, je pense que le problème de la démocratie n'est pas vraiment lié au vote lui-même. Le déficit démocratique aujourd'hui, c'est surtout ce qui se passe avant. Comment est-ce que les gens décident pour qui voter plutôt que sur le système lui-même de vote. Donc, est-ce que la blockchain peut améliorer le mécanisme de vote? Peut-être, en créant une vérifiabilité meilleure, si on arrive à maintenir cependant donc, le secret, tout en maintenant la vérifiabilité. Je ne pense pas que la blockchain peut résoudre tout ce qui se passe autour lorsque les gens vont décider sur quelle est la personne sur laquelle ils veulent voter. Mais au final, moi, je voulais parler en fait du niveau de confiance. C'est la confiance entre personnes. Est-ce qu'on est obligé justement de dépendre d'un certain nombre de représentants pour prendre des décisions par rapport à des questions de la vie, comme ça se passait par exemple à Athènes il y a plusieurs siècles, où il y avait une sorte de démocratie directe. Justement, je me demande si la blockchain ne pourrait pas aider dans ce sens, pour créer remplacer en fait le tiers de confiance qui est au final l'État en lui-même, et partager cette confiance entre les citoyens d'une communauté, par exemple. Oui, mais je pense que ça va au-delà de la démocratie. Ça fournit des mécanismes pour des groupes de personnes qui peuvent se coordonner les uns avec les autres par l'intermédiaire de cette technologie. Donc c'est tout ce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est toutes ces organisations décentralisées déployées sur la blockchain. Mais c'est très important. C'est très important d'avoir effectivement cette possibilité pour des groupes d'individus de s'auto-gouverner et de se coordonner sans devoir passer par un opérateur centralisé. Mais c'est plus une question, donc c'est plus de la gouvernance. Pour moi, c'est des nouvelles opportunités qui émergent sur comment est-ce qu'on peut se gouverner entre une communauté. Après, lorsqu'on passe au niveau du gouvernement, ça pose des questions très différentes, puisque justement il y a le problème de la pseudonymité. Tout pour commencer, si on n'a pas un système d'identité sur une blockchain, parler de démocratie, ça ne veut rien dire, puisqu'on ne peut pas faire une personne un vote. Et donc c'est pour ça que justement on doit aller identifier des proxys différents qui vont permettre de limiter justement les possibilités d'attaque. Parce qu'une personne pourrait créer un nombre indéfini de comptes et donc de voter avec 10 000 identités alors que ce n'est qu'une personne. Donc il y a beaucoup de problèmes à gérer. C'est pour ça que pour tout ce qui est gouvernance, qui est en dehors du gouvernement, il y a beaucoup de champs d'expérimentation qui sont en train de se faire et qui peuvent porter à des résultats intéressants. Lorsqu'on rentre dans gouvernement, démocratie, je pense qu'il faut faire quand même très attention à se dire que parce qu'il y a une nouvelle technologie, ça va résoudre tous ces problèmes, quoi. Merci. Bonsoir.
j'ai compris que finalement la blockchain, c'était une sorte, on pourrait, en vulgarisant le terme, on pourrait considérer que c'était une sorte d'intranet entre pairs, et que finalement ça évite la falsification d'un certain nombre d'informations potentiellement. Vous avez parlé d'histoire, et en fait ma question revient sur 2008, la crise boursière de 2008, où on a vu une banque, Lehman Brothers, qui s'est effondrée, et son effondrement a failli faire, a failli détruire tout un système financier. Et à l'époque, on a dit qu'une autre banque était peut-être un petit peu à l'origine de cet effondrement-là. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec le développement de la blockchain, ce type de règlement de compte, si je puis dire, au niveau de la finance internationale, pourrait être empêché? Bon, c'était l'idée originale, on va dire. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que de plus en plus, il y a des opérateurs qui vont se présenter, notamment soit en tant que banque, donc de banque de crypto-monnaie, donc c'est-à-dire qu'en fait, on perd la transparence, puisque c'est cet intermédiaire, donc notamment qui en fin de compte a un contrôle absolu sur les fonds des utilisateurs. Il y a aussi de plus en plus de services qui commencent à faire des prêts par rapport aux crypto-monnaies. Donc en fait, on est en train un petit peu de répliquer très semblablement le système financier existant. Et on se rend compte que le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies sont devenus en fin de compte un outil de spéculation utilisé, dont bénéficient énormément les acteurs financiers traditionnels. Et petit à petit, dès lors que ces crypto-monnaies deviennent de plus en plus utilisées, il y a des nouveaux intermédiaires qui en fait ressemblent énormément aux intermédiaires précédents. Donc toute cette question de traçabilité, elle existe tant qu'on reste au niveau de la blockchain, mais dès lors qu'on commence à déléguer à des intermédiaires certaines tâches, au sein de l'intermédiaire, il n'y a aucune transparence. Donc aujourd'hui, dans les échanges, on peut tracer effectivement toutes les transactions qui vont de l'utilisateur à l'échange, mais ensuite, lorsqu'il y a des transactions entre les différents utilisateurs d'un même échange, c'est complètement invisible. Donc l'idéologie initiale, elle est bien là, c'était effectivement d'éviter de répliquer une situation comme la crise de 2008. Je sais pas, je n'oserais pas penser que les crypto-monnaies vont complètement empêcher ça, tout simplement parce qu'en fait, on est en train de re-intermédier. Et donc, la crypto-monnaie devient effectivement un outil financier comme les autres d'une certaine façon. Bonsoir. Merci pour votre intervention. Elle arrive juste après la semaine internationale de la blockchain à Paris. Je n'ai pas pu la suivre, mais j'imagine qu'il y a eu des conclusions, qu'il y a eu des actions qui ont été engagées par l'État, puisque c'était le ministère des Finances qui était à l'origine de cette opération. C'est dire l'importance de la blockchain aujourd'hui, sur le plan gouvernemental et politique. Maintenant, j'ai 3 questions. La première, elle concerne l'économie, effectivement, au premier titre, avec le Darknet. Parce qu'on a déjà du mal à éviter la spéculation, on a toujours la crainte d'une nouvelle crise comme en 2008, parce que les banques spéculent énormément avec l'argent de tous. Les mesures qui avaient été préconisées à l'époque n'ont pas été adoptées, donc on est peut-être à la veille d'un krach boursier pour les mêmes raisons. Le Darknet ne peut qu'amplifier tout ça, parce que là, on ne sait même pas combien de milliards se déplacent dans le monde autour de ça. Et le Bitcoin est un outil qui est très utilisé pour ce système-là, de Darknet. Première question. Donc, quid du Darknet? Et qui pourrait contrôler ce nouveau marché noir? Deuxième question. Pour les crypto-monnaies, au-delà du Bitcoin, en Afrique notamment, qui connaît une très forte croissance économique,
le franc CFA va disparaître. Et ça, c'est pas dans 20 ans, c'est dans quelques mois ou dans quelques années. Est-ce qu'on va laisser les Chinois avec le yuan proposer leur monnaie? Est-ce qu'on croit qu'on pourra éviter avec l'euro que le dollar et le yuan s'imposent là-bas? Ou est-ce qu'on pourrait, avec des crypto-monnaies, aider en tout cas l'Afrique à remplacer ces francs CFA? La troisième question, elle concerne les data centers, parce que toutes ces blockchains, c'est des gros data centers qui les créent. Avant, il y avait de l'or pour les banques, qui permettait d'avoir des dépôts, et donc de l'argent, quelque part. Enfin, de l'argent, c'était de l'or, l'argent reposait sur l'or. Là, maintenant que c'est numérique, c'est électronique, il faut des data centers qui vont créer de la monnaie. Et on en crée de plus en plus, il y en a partout, et notamment dans le nord de l'Europe, parce qu'ils sont mieux refroidis. Mais ça pollue, et c'est quand même, ça coûte cher. On ne peut pas créer de l'argent virtuellement comme ça. Primavera va vous répondre, mais il faudra peut-être poser des questions plus courtes, parce que voilà, 1 heure qu'on passe ensemble, puis on aura le temps, voilà. Primavera, vous aurez le temps d'avoir une discussion plus intime au moment de la signature des livres. Donc voilà, c'était pas du tout pour critiquer vos questions, j'ai trop pertinentes. Primavera, à vous. Je vais essayer, je vais faire des réponses courtes puisque non, la première question, j'ai du mal à répondre. Enfin, c'est le concept du darknet, c'est l'espace qui n'est pas régulable. Donc, qui contrôle le darknet et comment contrôler le darknet, c'est assez compliqué. Après, peut-être pour répondre un peu plus, c'est qu'effectivement, oui, on peut utiliser des bitcoins, etc. Mais qu'effectivement, il y a quand même ce système de traçabilité qui est aussi un système de traçabilité rétroactif. Donc, si on utilise une monnaie telle que Bitcoin, si on ne s'identifie pas, effectivement, on peut voir que la transaction a été faite et on ne sait pas qui l'a faite, mais dès lors qu'on va réussir plus tard à identifier quel est l'acteur qui détenait à ce moment-là ce porte-monnaie, ce compte, dans ce cas, on peut retracer toute l'historique des transactions qui ont été faites. Donc après, il y a beaucoup de techniques effectivement qui peuvent être utilisées pour essayer de camoufler et de rendre beaucoup plus difficile la traçabilité, mais enfin, c'est la vie d'une certaine façon. On a ça avec le cash, on a ça sur Internet. La question, c'est comment essayer de réduire ça, mais on peut pas. Le darknet, si on le contrôle, c'est plus le darknet. Donc voilà, j'ai pas la réponse à comment est-ce qu'on élimine le darknet. Oui. Enfin, il y a des solutions, mais c'est des solutions qui ne peuvent être que spécifiques par rapport à une blockchain donnée. Donc on pourrait créer des systèmes qui vont justement empêcher ou qui vont augmenter le système de traçabilité, mais tout simplement si on implémente ça sur une blockchain, les gens vont se déplacer sur une autre blockchain. Et il y a déjà aujourd'hui, il y a des blockchains qui justement sont au contraire conçues pour favoriser l'anonymat, de façon que bien qu'on puisse tracer et vérifier les transactions, on ne peut pas savoir quel est le contenu des transactions, d'où provient la transaction et où elle va. Donc en fin de compte, plus on commence à surveiller, plus ça va aussi motiver le développement de nouvelles technologies qui vont échapper au contrôle. Donc d'une certaine façon, je pense que c'est la nature humaine d'utiliser la technologie pour échapper au droit. Pour moi, il y a aussi le danger opposé, c'est-à-dire que justement parce qu'il y a une niche qui existe, qui va justement utiliser la technologie pour faire des choses illicites, ça va justifier un système de surveillance globalisé qui va aller affecter tous les utilisateurs et non pas les seuls utilisateurs qui, eux, veulent échapper et vont réussir à échapper à la surveillance, et tous les autres utilisateurs vont être soumis à des systèmes de surveillance. Donc, c'est très problématique et je n'ai aucune solution à ce problème. La monnaie, donc... oui. Enfin, je sais pas. J'ai pas de réponse à ces questions, mais je réponds à côté pour peut-être que vous allez trouver la solution réelle. Mais non, l'intérêt, c'est de permettre à des communautés de développer leur propre monnaie communautaire, locale, etc. Et de ne pas justement être assujettis à une monnaie unique, fiduciaire,
qui va s'appliquer de partout, mais au contraire d'avoir des communautés qui décident d'utiliser une monnaie X, une autre communauté qui va décider d'utiliser une autre monnaie. Et c'est là que justement ça devient intéressant, c'est lorsqu'on a une multiplicité de monnaies qui peuvent être plus ou moins échangeables, interopérables les unes avec les autres, qui vont avoir des valeurs selon justement de la valeur qui est fournie par la communauté qui utilise ces monnaies. Donc la monnaie de toute façon c'est une illusion collective, donc tant que les personnes vont reconnaître et donner de la valeur à cette monnaie locale, très bien. Si cette monnaie locale n'a pas de valeur parce que on ne peut pas l'utiliser pour acheter quelque chose, tout simplement ça va pas fonctionner. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'on va résoudre tous les problèmes économiques de l'Afrique, mais on peut commencer à expérimenter, que ce soit en Afrique ou autre part, avec justement la possibilité d'avoir des monnaies communautaires. Dernière question peut-être. Qui la pose? Madame. C'est une réponse technique, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a des systèmes de gestion de ces blockchains qui sont extrêmement coûteux en énergie par conception, d'une certaine façon. Il y a des alternatives qui n'utilisent pas le même système donc de consommation énergétique qui... C'est toujours une question c'est toujours dans une phase expérimentale, mais il y a énormément de recherches qui se fait par rapport à quels sont les systèmes de consensus alternatifs qui permettent de maintenir le même degré de sécurité sans cependant consommer cette quantité d'énergie. Vous avez, madame, parlé plusieurs fois du token. Est-ce que vous pouvez le définir et nous en dire un peu plus? Je crois qu'il y a une deuxième question. Alors, un petit peu plus ouvert du coup, vous avez mentionné dans votre intervention qu'il n'y a pas forcément toujours d'utilité à avoir une blockchain. A contrario, quel domaine de l'économie, du droit ou autre, vous verriez dans les années prochaines émerger où la blockchain aurait vraiment une vraie valeur ajoutée, un vrai intérêt? Alors, token, c'est... Non, en fait, un token, c'est super simple. C'est une valeur numérique dans un... En fait, un token, c'est un chiffre qui détermine quelle est ma balance, quel est mon compte, combien de... Je ne sais pas comment définir le token. Page 102. C'est tout simplement une unité de compte. Voilà, donc c'est le chiffre que je détiens par rapport à une unité de compte qui a été déterminée. Ça peut être n'importe quoi. Un token, c'est un chiffre qui est incorporé dans un smart contract. C'est pas très clair, mais parce qu'en fait, ça peut être tout et ça peut rien, mais techniquement, ce n'est qu'un chiffre. Mais en fait, c'est même pas un jeton. Un jeton, c'est vraiment quelque chose qui peut être transféré, etc. Un token, c'est juste un chiffre qui va dire que ce compte détient ce nombre de tokens. Donc mais le token en tant que tel n'est que l'unité de compte par rapport à ce chiffre. Les applications concrètes de la blockchain, il y aurait vraiment un vrai intérêt dans les années à venir, selon vous? Moi, on peut distinguer les applications de la blockchain en 3 catégories. Donc la première, c'est tout ce qui touche à le cadastre ou la notarisation. Donc c'est utiliser la blockchain comme une infrastructure sur laquelle on peut enregistrer des informations qui vont être horodatées, qui vont être certifiées, qui vont être auditables, etc. Donc c'est très basique en fin de compte, mais c'est vraiment utiliser la fonctionnalité la plus simple de la blockchain. Après, il y a tout ce qui est crypto-monnaie, donc outils financiers. Et après, on a donc cette troisième catégorie qui émerge, donc c'est les smart contracts, donc de la possibilité de créer des logiciels qui sont relativement simples, mais qui ne sont contrôlés par personne et avec cette garantie d'exécution. Et donc tout ce qui touche crypto-monnaie
et plus généralement donc tous ces outils financiers que l'on peut créer sur la blockchain, je pense que effectivement ils vont émerger. Je pense que c'est parce que c'est une application très très directe en fait de la blockchain. Tout ce qui est notarisation, je pense aussi c'est quelque chose de très 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 simple et très évident. Pourquoi est-ce que ça peut apporter de la valeur ajoutée? Les smart contracts, je pense que ça prendra un peu plus de temps, tout simplement parce que on est encore à un niveau où l'utilisation d'un smart contract implique le fait qu'on n'a pas cet opérateur de confiance, qu'on ne le veut pas. Et dès lors qu'on rentre dans un smart contract qui, en fin de compte, va comporter une utilité au-delà justement de l'enregistrement ou d'une transactionnalité, en fait, il y a toute une question de gouvernance qui rentre en jeu que l'on est encore qu'on est encore tout au début de résoudre. Donc, soit on a des systèmes de smart contracts qui sont extrêmement simples, et donc, oui, on peut faire des loteries en ligne, etc., qui effectivement, on n'a pas trop envie d'avoir un opérateur centralisé pour ça, parce que potentiellement, il y a des questions juridiques autour. Mais dès lors que, donc, par exemple, pour toutes les organisations décentralisées et tout ça, c'est absolument fascinant, mais c'est des choses qu'on doit vraiment trouver, identifier quelles sont les bonnes formes de gouvernance que l'on va pouvoir déployer, parce que sinon, on retombe tout simplement dans la gouvernance par token, donc plutocratique, qui n'est pas nécessairement plus intéressante que les organisations actuelles qui sont peut-être centralisées, mais au moins il y a une forme de transparence sur qui a le pouvoir de faire quoi, alors que lorsqu'on rentre dans un système complètement plutocratique, il y a quand même des forces de pouvoir. C'est peut-être pas l'autorité centralisée qu'on connaît, mais on ne connaît pas justement qui détient les tokens et donc qui peut contrôler. Donc je pense que pour moi, je pense que c'est ça la version 2 du livre, c'est les questions de gouvernance, c'est-à-dire qu'on crée une technologie qui va justement réduire certains besoins de gouvernance parce qu'on crée un modèle donc, qui va augmenter la confidence, mais en même temps, il faut aussi trouver comment gouverner cette technologie. Il est probable que la blockchain se transformera progressivement en une technologie de plus en plus générique, non plus associée à des discours idéologiques ou à une catégorie d'acteurs spécifiques, mais plutôt assimilée à ses propres caractéristiques techniques telles que la décentralisation, la transparence, l'immutabilité, l'irrévocabilité, la non-répudiabilité, qui en justifieront l'usage pour des applications diverses et variées. C'était la fin de ce que sais-je, 4141 numéros dans cette superbe collection qui vous a accueilli. Primavera, je vous remercie. Merci à vous.